Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quelle puanteur cette salle de bain! Tout a commencé par un froid jour d'octobre. Je marchais tranquillement dehors, et malgré ma parka bien épaisse, un frisson glacial me traversait le corps, comme si le froid s'infiltrait directement sous ma peau, jusque dans mes os. Mon père tirait du matériel hors de son pick-up, avec cette lenteur pesante qui ne lui ressemblait pas. Nous avons marché pendant environ 5 kilomètres avec mes deux frères, Joseph, mon frère aîné, et Miles, mon cadet, nous accompagnaient. Joseph a environ 17 ans, il est en terminale. Miles, lui, a 12 ans et reste comme toujours un sale gamin insupportable. Nous avions décidé de camper ce jour-là, parce que la maison était en train d'être nettoyée à cause d'une odeur infecte, une odeur écœurante et persistante qui remontait de la salle de bain depuis des semaines. Papa avait dit que ça prendrait environ 3 jours, alors nous avions décidé de profiter de ce temps pour sécher l'école et camper en pleine nature. Notre père, environ 42 ans, est plutôt cool d'habitude. Pour un père célibataire, il est plutôt détendu d'ailleurs. Il se fiche de ce qu'on fait tant qu'on a de bonnes notes et qu'on reste scolarisé. Mais aujourd'hui, il était différent. Un peu comme à l'époque où maman nous avait quittés, disait-il. Il parlait à peine et passait énormément de temps enfermé dans sa chambre, la porte close. Il faisait des allers-retours fréquents jusqu'à la salle de bain, portant des seaux remplis de ce que je croyais être du vomi, un liquide sombre et visqueux qui débordait parfois sur ses mains tremblantes. Ce jour-là, Joseph l'avait remarqué lui aussi, mais il avait haussé les épaules, pensant que ce n'était pas qu'une saute d'humeur passagère. En montant le camp cette nuit-là, on a remarqué qu'on n'avait aucun signal téléphonique, pas la moindre barre. On a essayé d'en parler à papa, mais il nous a assuré qu'on serait tranquille, qu'il gardait son fusil de chasse près de lui à portée de main, posé contre sa chaise comme une sentinelle silencieuse. Il devait être environ 3 heures du matin, quand un bruit de cliquetis métallique, sec et régulier, s'est mis à provenir de sa tente. On ne savait pas ce que c'était, alors on a préféré l'ignorer et se rendormir, la peur au ventre malgré tout. Plus tard, dans la nuit, notre petit frère n'arrivait vraiment pas à trouver le sommeil. Alors on a décidé tous les trois d'aller marcher un peu pour se changer les idées. On n'avait pas peur des bois ni de l'obscurité, alors on s'est enfoncé profondément entre les arbres jusqu'à atteindre la rivière. Des cailloux à lancer, des poissons à attraper dans l'eau glacée. C'était parfait, presque trop paisible. On a décidé de s'installer là un moment. Et c'est là qu'on a entendu les coups de feu. 2 détonations sèches et étouffées qui ont déchiré le silence de la forêt. On est resté figé sur place, pétrifié, essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer. On a couru en direction des tentes, scrutant silencieusement les alentours, le cœur battant à tout rompre. Notre père était assis, effondré contre sa chaise, en train de sangloter bruyamment, le corps secoué de spasmes. On était sur le point de s'approcher de lui quand on a remarqué des gros trous formés par les balles sur la tente. On a continué à le regarder pleurer, le visage baigné de larmes et de morve, incapable de prononcer le moindre mot cohérent. Il n'a même pas remarqué qu'on se tenait debout devant lui. Et en quelques minutes à peine, toute la putain de zone était encerclée par la police, avec des dizaines de lampes torches balayant l'obscurité entre les arbres. Quelqu'un avait dû entendre les coups de feu, car ceux-ci résonnent bien au-delà de notre petit campement isolé, surtout la nuit, dans une forêt. On a regardé avec mes frères, incrédules, la police lui passer les menottes, ses poignets tordus dans son dos, avec une brutalité presque clinique. On a couru vers lui, et quand il nous a vus, il s'est mis à pleurer encore plus fort, des sanglots déchirants, presque animaux. Pendant qu'ils l'ont emmené de force, ils ont fouillé les tentes. En regardant nous aussi,
On a donc découvert 2 énormes trous béants sur les côtés, laissés par des tirs de fusil à bout portant, la toile déchiquetée calcinée sur les bords. C'étaient nos tentes, les nôtres. Et il n'y avait aucun doute. Il avait essayé de nous tuer, ses propres enfants, pendant qu'on dormait à quelques mètres de lui à peine. La police nous a finalement pris en charge et nous a expliqué toute l'histoire, morceau par morceau, avec des mots qu'on avait du mal à digérer. Quand mon petit frère avait 2 ans, que j'en avais 5, et mon grand frère 7, notre mère avait essayé d'obtenir notre garde. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais elle avait tout tenté pour s'échapper loin de cet homme, loin de cette maison. Mais ce qui nous a frappé le plus violemment, ce qui nous a brisé sur le cou, c'est le fait qu'elle n'était en réalité jamais partie. Elle ne nous a jamais abandonnés. Elle était restée là, tout ce temps, pendant toutes ces années. Elle ne nous avait jamais abandonnés comme papa nous l'avait toujours répété. Elle était sous le carrelage de la salle de bain, murée derrière une chape de béton grossièrement coulée, ses restes réduits à un amas informe que les enquêteurs ont mis des heures à extraire, sac plastique par sac plastique. Ça m'a frappé d'un coup, comme une lame glacée en plein ventre. Le regard hanté, terrifié de mon père. Les seaux remplis de ce liquide noirâtre que je prenais pour du vomi, mais qui n'était probablement rien d'autre que les fluides de décomposition qu'il devait évacuer régulièrement pour masquer l'odeur qui, malgré tous ses efforts, avait fini par imprégner les murs eux-mêmes. Ses visites incessantes à la salle de bain, la porte toujours verrouillée derrière lui, il l'avait tué. Il l'avait tué, il l'avait dissimulé, entassé sous le carrelage de notre salle de bain, pendant une putain de décennie entière. Pendant 10 ans, on avait pris nos douches, brossé nos dents, joué à des jeux idiots dans le miroir embué, à quelques centimètres à peine du corps décomposé de notre propre mère. La pensée me hante encore aujourd'hui. Elle revient me hanter chaque nuit, dans des cauchemars où je sens cette odeur douceâtre et putride me remonter dans la gorge. Quant à mon père, c'est 1 semaine plus tard qu'il s'est suicidé en détention. Il n'a même pas pris d'avocat, il n'a opposé aucune défense, comme si une part de lui savait déjà qu'il ne méritait aucune forme de rédemption. Il s'est noyé lui-même dans la cuvette des toilettes de sa cellule, la tête maintenue de force sous l'eau par ses propres mains, jusqu'à ce que son corps cesse enfin de se débattre. Ironie macabre et glaçante compte tenu de l'endroit où il avait choisi de cacher le corps de notre mère pendant tant d'années. On a passé 3 jours en observation, sous la surveillance des services sociaux et des médecins, avant d'être envoyé chez notre tante Lénie. Mais elle est morte il y a environ 1 mois d'une crise cardiaque soudaine, nous laissant à nouveau seuls, ballonnés d'un foyer à l'autre. Maintenant, on va être adopté par de nouveaux parents. Des gens gentils, doux, apparemment bienveillants. Plutôt jeunes comparés à papa. Il y a pourtant une chose étrange, un détail qui me glace le sang chaque fois que j'y repense. Ils avaient des enfants avant. Ils n'en parlent jamais, détournant systématiquement le regard dès qu'on pose la question. Et il y a une odeur étrange dans leur salle de bain.